de pouvoir participer activement aux activités de l'association. La présentation de cet après-midi s'intitule La gestion du contentieux dans les marchés publics. On le sait, l'appréhension de ce contentieux n'est pas toujours aisée parce que marquée par son ambivalence, tantôt caractérisée par une déjuridisation, tantôt par une forte sollicitation du juge de droit commun dans certains pays. Donc, pour appréhender la profondeur, en tout cas pour mieux comprendre la profondeur de ce sujet, nous allons accueillir Madame Anaïs, docteur en droit, et nous espérons que ces échanges nous permettront à la fin de pouvoir mettre en place des discussions fructueuses. En tout cas, la parole est à vous, Madame Anaïs. Merci pour la parole donnée. Je suis Anaïs comme Anaïs Siakwa, docteur en droit public. Et sans plus tarder, nous allons commencer notre webinaire sur le thème de la gestion du contentieux dans les marchés publics. À ce sujet, déjà, il faudrait dire que c'est un sujet qui est à la fois vaste et assez complexe parce que ça touche beaucoup de domaines. Donc, du coup, moi, sur le travail, j'ai essayé de résumer pour essayer de ramasser vite fait les grandes articulations, en fait, de la gestion contentieuse des marchés publics, notamment en Afrique. Et je sais pas, Eric, s'il te plaît, tu peux aller vite fait à la première slide. Voilà. À ce sujet, du coup, je disais tantôt que on se rend compte que le droit des marchés publics en Afrique a connu une crise de croissance qui a été marquée par de nombreux enjeux, notamment économiques et sous l'influence généralement des bailleurs de fonds internationaux avec les exigences de bonne gouvernance. Il a été question de restructurer en fait le contentieux, les règles du contentieux en fait en Afrique. Et ces règles du contentieux en fait tirent leur origine pour la plupart des règles de droit communautaire, notamment des directives UMOA qui ont été publiées. Eric, s'il te plaît, tu peux basculer, s'il te plaît. Du coup, pour mieux appréhender en fait la gestion du contentieux, je pense qu'il est d'abord impératif de pouvoir définir ce que c'est que le contentieux en lui-même. Et à ce sujet, en fait, on se rend compte en fait que la notion de contentieux recouvre en fait une définition à la fois duale, parce que dans un premier temps, le contentieux peut faire référence à ce qu'on appelle le litige en lui-même, et à ce niveau, il s'agit par exemple d'un conflit entre deux ou plusieurs personnes d'un point de vue juridique, d'une action qui est un litige qui peut être porté devant les tribunaux. Le contentieux également, dans un second temps, peut renvoyer à un ensemble de règles, de procédures, comme c'est notamment le cadre dans le contentieux administratif lorsque le litige oppose à la fois un particulier et une administration quelconque, en fait. Eric, s'il te plaît, tu peux, allez-y. Le marché public, quant à lui, je vais essayer de vulgariser, désigne en fait un contrat par lequel une personne publique s'engage soit avec un entrepreneur, soit un fournisseur, soit un prestataire de services en vue de réaliser les travaux, de fournir les biens ou les services moyennant un prix. Il existe donc trois types de marchés publics qui sont les marchés publics de travaux, les marchés publics de services et les marchés publics de fourniture. Et la définition retenue pour définir en fait ce que c'est que la gestion contentieuse, je me suis dit pour ma part qu'elle renvoyait à un ensemble de mécanismes ou de moyens mis en place par un État, une administration, en vue de régler les litiges opposant l'administration et les particuliers dans le domaine des marchés publics. Dès lors, on pouvait se poser la question de savoir quels sont les moyens aménagés par la réglementation en vue de gérer les litiges nés d'une procédure de marché public.
Et de manière générale, à cette question, on se rend compte en fait que pour gérer les litiges qui sont nés des marchés publics, il existe généralement deux grands mécanismes en fait. Soit on recourt aux voies non juridictionnelles, autant pour moi, soit on peut faire recours aux voies juridictionnelles. Mais à ce propos, en fait, il faudrait qu'on signifie que, contrairement au contexte français, en Mhm. Afrique, en fait, les modes qui sont les plus développés dans le contentieux, en fait, ce sont les modes non juridictionnels, parce que sans l'ouverture d'une voie de droit non juridictionnel, on ne peut pas se pourvoir devant le juge, en fait, administratif pour un problème, en fait, pour un litige qui concerne l'administration. Du coup, j'ai pu retenir comme plan, dans un premier temps, on va voir une prééminence, que je disais tantôt, une prééminence des voies non juridictionnelles dans le contentieux des marchés publics en Afrique, qui s'articule déjà par la prévalence des voies de recours administratives, qui, à son niveau, se décline par une association d'abord incontournable de l'autorité contractante à la gestion contentieuse, l'ouverture d'une gestion contentieuse auprès de l'organe chargé du règlement, et dans le contexte particulièrement camerounais, on se rend compte qu'en dehors du CRD, du Comité de règlement des litiges, il y a l'autorité des marchés publics est le ministère en charge des marchés publics qui intervient également dans la gestion des marchés dans la gestion contentieuse des marchés publics. Et d'un autre côté, on se rend compte également que de plus en plus, on fait dans les litiges qui opposent l'administration aux particuliers dans les marchés publics, il y a généralement une montée en puissance ou une certaine recommandation d'un recours au mode consensualiste en fait dans la gestion des conflits. Mais néanmoins, à côté de toutes ces voies qui ont été suscitées, on se rend compte quand même qu'il y a un maintien en fait du contentieux juridictionnel. Et à ce niveau, il faudrait dire que le contentieux juridictionnel, il est assez vaste, mais il est prioritairement axé sur le juge administratif parce on est dans une matière en fait qui relève du droit administratif. Donc, dans un second temps, on verra le maintien des voies juridictionnelles et à ce niveau, on verra les différents types de recours qui sont ouverts devant le juge administratif et ainsi que les sanctions qui sont prononcées. Donc, le contentieux non juridictionnel des marchés publics, en gros, ouvre la voie à deux possibilités. On distingue les voies aménagées par le législateur, qui sont généralement les recours administratifs, et les recours consensualistes, qui sont généralement laissés à l'appréciation des parties et avec une obligation d'être insérés dans le contrat en lui-même. Donc, concernant de recours administratifs, les voies de recours administratives, autant pour moi, on se rend compte en fait que ces voies de recours sont marquées déjà par une association, comme je disais, je l'ai dit plus haut, incontournable de l'autorité contractante en fait. Donc, dans un premier temps, le requérant en fait ou le justiciable qui s'estime être lésé est d'abord obligé de faire porter son action devant l'autorité devant l'autorité contractante et dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, on appelle l'autorité responsable en fait du marché. Et c'est qu'à la suite de cette action, lorsqu'il y a peut-être une insatisfaction, qu'il pourra ensuite se porter devant le comité chargé de régler de règlement des différends. Eric, est-ce que tu peux défiler? Ouais. Donc, du coup, le recours en fait devant l'autorité contractante dans la gestion contentieuse tire son origine en fait dispositions de la directive EUMOA, de la directive numéro 2004-05, notamment en son article 5 qui dispose que les États membres s'engagent à prendre les mesures nécessaires permettant aux soumissionnaires s'estimant être lésés des procédures soumises aux dispositions de la directive d'introduire un recours effectif préalable à l'encontre de ces procédures et décisions rendues à l'occasion de la procédure de passation, leur causant un préjudice devant le représentant de l'autorité contractante. Donc, au sein de la passation, dont les différents cas d'ouverture du recours contentieux, le recours contentieux est déjà ouvert à la fois soit aux soumissionnaires, soit aux potentiels candidats qui s'estiment être lésés par une procédure de passation.
Et les moyens de droit invoqués à ce niveau sont généralement les manquements aux prescriptions réglementaires ou aux dossiers de consultation. Et de manière spécifique, ce contentieux s'ouvre généralement soit à la phase de préqualification, soit entre la publication de l'avis de l'appel d'offres et l'ouverture des plis. Au stade de la préqualification, donc, le recours peut porter soit sur les demandes de réexamen, soit sur les conditions de sollicitation, soit sur les demandes de réexamen ou les actes de décision prises par le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué. Lors de la publication de l'avis d'appel d'offres, le recours peut porter soit sur la conformité du dossier d'appel d'offres à la réglementation, les spécificités techniques retenues, les conditions de publication, les règles relatives à la participation des candidats, aux capacités et aux garanties exigées, au mode de passation des procédures retenues ainsi que des critères d'évaluation. Généralement, les délais de saisine varient d'un pays à l'autre, mais de ce que j'ai pu observer, les délais sont généralement entre 5 et 14 jours en fonction des pays. Et à ce niveau, généralement, l'autorité contractante dispose en moyenne d'une durée entre 7 jours et entre 5 et 7 jours pour réagir. Et généralement, dans certains pays également, ce recours parfois se dédouble en recours hiérarchique, en fait. Donc, du coup, lorsque le requérant, par exemple, n'est pas satisfait de la décision, je dis, je vais essayer de vulgariser oui, du rendu, en fait, de ce que l'autorité contractante a donné comme décision, il peut se pouvoir devant le supérieur hiérarchique. Au stade de l'exécution, donc, ce recours prend généralement la forme d'un recours gracieux préalable et qui est généralement une condition sine qua non pour saisir le juge. Il est généralement ouvert à ce niveau au titulaire du marché et les motifs invoqués sont généralement la lésion du co-contractant lors de l'exécution du contrat, sachant qu'à ce niveau, lors de l'exécution, on a une exécution qui est fortement déséquilibrée dans les marchés publics avec des prérogatives exorbitantes qui sont reconnues à l'administration. Donc, l'exercice de ces prérogatives exorbitantes peut généralement en fait euh, peuvent généralement, en fait, comment je voulais dire, porter atteinte, en fait, au droit du titulaire du marché. Et à ce niveau, il est en droit, en fait, de se pouvoir devant déjà l'autorité contractante pour essayer de réparer le préjudice qu'il a subi. Donc, l'ouverture d'une gestion contentieuse auprès de l'organe chargé du règlement dans certains pays, on parle du comité, généralement on parle du comité de règlement des différends dans certains pays et au Cameroun, il s'agit du comité d'examen des règlements des litiges. Et à quelques exceptions près, le recours devant l'organe de règlement est généralement subordonné par un recours infructueux aussi également devant l'autorité contractante et les moyens invoqués devant l'organe de règlement des litiges sont généralement au stade de la passation. C'est généralement lorsqu'il y a eu un désaccord, soit entre le requérant et le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué, à l'ouverture des plis avant la notification du marché, à l'issue de la phase, généralement ça intervient à l'issue de la phase de l'analyse des offres et entre la notification et la publication et là, ça devrait normalement intervenir avant l'attribution du marché. Et les moyens invoqués à ce niveau sont généralement la régularité des pièces vérifiées ou le non-respect des procédures, en fait. À ce niveau également, les délais varient également d'un pays à un autre et ces délais ne peuvent pas excéder 10 jours. Au Cameroun, généralement, les délais varient de 3 à 5 jours en fonction du manquement évoqué. Et au Burkina Faso, le délai de rigueur, c'est un délai de 5 jours. Et la procédure usitée devant le comité de règlement des litiges est semblable à la procédure d'un procès parce qu'à ce niveau, l'organe chargé du règlement est supposé, en fait, respecter les principes du contradictoire et rendre une décision équitable, en fait. Et le but, généralement, c'est la rectification des violations alléguées, la préservation de la subvenance des dommages causés aux intérêts des concernés
la suspension généralement de la décision litigieuse ou de la procédure de passation. Et dans certains pays comme le Togo, généralement, comme l'organe chargé du règlement des litiges va plus loin parce qu'il procède généralement à la reprise en fait de l'appel d'offres et à l'annulation généralement de la procédure de passation, et il peut même ordonner la reprise en fait des relations contractuelles lorsqu'on se situe au niveau de l'exécution. Et au niveau de l'exécution, les motifs évoqués généralement sont pas différents en fait de ceux évoqués dans le cadre de la passation devant l'autorité contractante, et les délais généralement sont les mêmes, c'est-à-dire que la procédure généralement elle est identique à celle qui s'applique à l'organe chargé de règlement lorsqu'il les saisit d'un recours de la passation en fait. Du coup, toujours au stade du règlement non juridictionnel, on se rend compte en fait que les parties peuvent décider d'insérer dans leur contrat un mode de règlement à l'amiable et de faire gérer leur litige qui survient ou bien qui va survenir par les modes consensualistes en fait. Et on distingue ici deux grandes spécificités des modes consensualistes. Il y a ce que on appelle généralement le règlement à l'amiable, qui est constitué de la négociation, de la conciliation, de la médiation et de la transaction. Et on a d'un autre côté l'arbitrage, en fait. Et ce sont des modes qui sont de plus en plus privilégiés et qui sont de plus en plus recommandés parce que ça permet un désengorgement, en fait, des tribunaux administratifs. Il y a une certaine souplesse, en fait, dans les règlements des litiges, et au-delà de cette souplesse, ce sont des procédures vraiment une- une- qui, dont il y a vraiment la célérité, dont le règlement est rapide, et à côté de ça, les parties peuvent décider à la fin du conflit qui les oppose de continuer, de poursuivre en fait les relations contractuelles. Donc, du coup, en guise de règlement juridictionnel, qui est les secondes possibilités qui sont ouvertes aux justiciables lorsqu'ils sont confrontés au litige qui les oppose avec l'administration. À ce niveau, il faudrait dire que la saisine du juge, dépendamment du litige que l'on a en face, ça peut être soit le juge administratif, soit le juge judiciaire. Mais puisqu'on est en fait dans un contentieux qui relève du droit administratif, j'ai pas souhaité évoquer les saisines devant le juge judiciaire parce que c'était à la fois vaste et c'était très dense en fait. Donc, du coup, devant le juge administratif, le premier recours qui peut être invoqué devant le juge administratif, c'est le recours pour excès de pouvoir. Et on sait bien qu'en fait, le recours pour excès de pouvoir est un recours de contrôle de la légalité des actes, en fait, qui permet à un justiciable de saisir le juge pour faire contrôler la légalité d'un acte quelconque. Et et l'administration sur lesquelles pèsent les suspicions d'illégalité peuvent être déférées au contrôle, le cas échéant de la sanction du juge administratif par le biais du recours en annulation. Au travers de ce recours, généralement, on peut obtenir l'anéantissement de l'acte avec un effet rétroactif. Et dans le cadre précis, en fait, de la commande publique, notamment des marchés publics, ce recours est prévu généralement par la réglementation sur les marchés publics, et c'est généralement inscrit en fait dans les différents codes des marchés publics. Et généralement, quand on se pourvoit devant le juge administratif pour un recours pour excès de pouvoir, c'est généralement contre les actes rendus, pas contre le comité de règlement des litiges. Et après avoir apprécié la légalité en fait de ces actes, le juge administratif peut soit décider de les annuler, soit décider de rejeter en fait la demande du requérant. Donc, le second recours en fait qui peut être invoqué devant le juge administratif, c'est le recours en contestation de la validité du contrat.
Et ce recours est généralement ouvert au tiers qui dispose d'un délai de 2 mois pour saisir le juge. Et ce recours, en fait, c'est un recours de pleine juridiction parce que lorsque les moyens de droit, lorsqu'il est invoqué, il peut permettre au juge d'annuler le marché en toute ou partie du marché ou bien des clauses d'un marché qu'on estime être non conforme, en fait, à la réglementation en vigueur. Mais au-delà, en fait, de cette annulation, le juge peut, le cas échéant, proposer une réparation indemnitaire, en fait. Donc, en gros, que je vais essayer de résumer, la gestion contentieuse née des marchés publics trouve une solution qui s'articule généralement autour de deux grandes voies de recours. On a la voie non juridictionnelle et d'un côté et d'un autre côté, on a la voie juridictionnelle. Mais on se rend compte dans la pratique, en fait, de ces différents mécanismes que c'est pas toujours une chose aisée et c'est pas toujours facile de les appliquer en pratique. Du coup, pour une meilleure implémentation et une meilleure gestion du contentieux, je pense qu'il est important, en fait, de déceler les difficultés, non pas seulement de déceler, mais essayer de les remédier. Je vous remercie pour la parole donnée. Merci beaucoup, docteur Anaïs. Euh, on vous remercie pour cette présentation complète et très pertinente qui fait manifestement écho à votre expérience et à votre parcours. Nous allons donc à présent donner la parole à l'auditoire. Donc, les débats sont ouverts, mais avant cela, je me permettrai quand même de poser une petite question concernant la préférence au mode non juridictionnel de règlement des litiges en ce qui concerne les marchés publics dans le cadre de l'UMOA. Pensez-vous que on sait que déjà que c'est une volonté politique avec l'institution des organes de régularisation, mais compte tenu de la montée en puissance, en tout cas du recours de plus en plus, du nombre de recours de plus en plus important du juge, peut-on toujours dire aujourd'hui que, il y a une déjuridisation ou bien sommes-nous en phase, en tout cas, sommes-nous en train d'assister à une juridisation de ce recours-là, compte tenu du nombre important d'affaires qui atterrissent aujourd'hui sur la table du juge de droit commun dans certains pays. Je ne sais pas si je devrais répondre directement aux questions ou si on fait un Euh, vague. ça dépend de vous. Peut-être on va regrouper l'ensemble des questions. On va peut-être prendre 5 personnes. Comme ça, vous allez pouvoir répondre à 5 questions. Et s'il le faut, on refait une deuxième table ronde, si ça vous convient. Oui, je pense qu'on fait comme ça. Parfait. Alors, la parole est à l'auditoire qui veut poser une question, apporter une contribution. Moi, j'avais une question, D'accord. si vous La me permettez. parole est à Bon, en réalité, j'en avais deux, mais euh, je crois que Rokaya a posé le même problème que moi. C'était ma première question. C'est vrai que je voudrais féliciter Anaïs pour le synopsis qu'elle nous a partagé aujourd'hui concernant la gestion du contentieux. Effectivement, on apprend beaucoup à travers ce qu'elle dit et elle nous rappelle combien notre gestion du contentieux en Afrique est administrativisée. Et ça peut être d'une part triste, mais c'est vrai qu'on essaye de justifier cela par le fait que la justice soit engorgée, mais on remet à César ce qui est à César. C'est au juge administratif en particulier qu'il revient normalement de connaître de la gestion de ce contentieux-là. Et je voudrais vraiment féliciter Anaïs pour ça. C'est ça de mes questions. Et la première question, effectivement, se portait sur le processus de déjuridicisation, je vais y arriver, ou bien de déjuridictionnalisation de la gestion du contentieux en Afrique. Parce qu'on a l'impression que c'est l'administration aujourd'hui qui s'est arrogé les pouvoirs, à la fois le titre du juge, mais aussi les pouvoirs, parce qu'elle a la possibilité d'annuler même un contrat, de pouvoir le réformer, de pouvoir même l'annuler avec certaines réserves et même parfois d'imposer des astreintes. Et ça fait qu'on retrouve là
notamment les pouvoirs du juge de plein contentieux. Et je voudrais vraiment savoir si cela profite au développement ou bien plutôt à la régression de la gestion de notre contentieux en Afrique. Ça, c'est ma première question. Et puis la deuxième question, concerne plus l'exécution. Savoir si la loi des parties, c'est-à-dire la loi des parties prenantes dans le contrat, domine-t-elle toujours en matière administrative sur le code des marchés publics? Je m'explique avec un détail. Si les parties acceptent, par exemple, de mettre une cause compromissoire qu'on voit très généralement dans le cadre des contrats administratifs déjà, peut-être une cause d'arbitrage, est-ce que cette cause-là peut l'emporter si jamais le code des marchés publics applicable va dans un sens un peu plus contraire, où il dit justement que en cas de litige, c'est l'administration qui doit premièrement en connaître. Dans ce cas, comment le gérer? Si le contrat dit c'est l'arbitrage qui doit être opposé aux parties dans le cadre de la résolution de leur conflit. Est-ce qu'on peut, dans ce sens-là, dire que c'est toujours l'administration parce que le Code des marchés publics le précise ainsi, qui doit normalement connaître de ce contentieux-là? Donc là, c'est ma deuxième question. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Merci beaucoup à vous, Monsieur le Président. Je pense que les questions ont été bien notées. Alors, on va Bon, prendre une autre question. Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question ou apporter une contribution? Je vais donc, Madame Anaïs, vous laisser le temps de répondre à ces premières questions et on fera une deuxième tour de table. d'accord. Je vous remercie pour la parole donnée. Et relativement à la première question qui était celle de savoir s'il y avait effectivement une déjuridicisation des marchés, du contentieux des marchés publics compte tenu en fait de la quantité des procès relatifs en fait au marché public qui est donnée. Moi, je dirais dans un premier temps, en fait, la réponse en elle-même, elle est assez mitigée parce que comment je vais dire, la réponse en elle-même est mitigée. Pourquoi? Parce que certes, il y a une sorte de déjuridicisation du contentieux, en fait. Oui, mais en fait, cette déjuridicisation en elle-même, elle est en quelque sorte limitée parce qu'on va se rendre, on se rend généralement compte, je prendrai généralement le contexte particulier en fait du Cameroun. On va se rendre compte qu'on a institué un comité de règlement des litiges, mais généralement, parfois, ces personnes ne sont pas généralement très formées. Et je regardais au Cameroun parfois parce que ce sont généralement des personnes qui ont été prises dans des administrations. Et puis même en France, c'est pas qu'au Cameroun, parce que même en France, il y a également ce problème. On se rend compte en fait que les personnes qui sont réorientées en fait vers le secteur des marchés publics, ce sont des personnes en fait qui n'ont pas subi de formation, comment je dirais, une formation adéquate en elles-mêmes. Ça, c'est déjà le premier truc que j'avais relevé, qui n'ont pas subi de formation adéquate dans le domaine et qui ont été pris dans d'autres domaines de l'administration et qui ont été réorientés en fait vers le secteur des marchés publics. Ça, c'est le premier point. Ça fait que généralement, parfois, on se retrouve en face des personnes qui ne connaissent pas profondément la législation, qui ne savent pas réellement comment appliquer en fait la législation sur la matière en fait. Et l'autre truc que j'avais pu soulever également, c'était que parfois, quand je faisais mes travaux de recherche, je m'étais rendu compte en fait qu'il y avait des décisions qui avaient été rendues, notamment au Sénégal, je pense, si je ne dis pas de bêtises, c'était dans les années 2013. On se rendait compte en fait que lorsque le comité de règlement des litiges était généralement saisi, il y avait en fait, le litige, la réglementation qui était appliquée parfois par rapport à un litige donné était une réglementation qui était vraiment partielle. Et puis, bon, bref, le juge, parfois, dans certains cas, le comité de règlement de litige se contentait de débouter la demande du requérant. Et il n'allait pas vraiment en profondeur, en fait, dans le litige pour essayer de comprendre et tout.
Donc, je me dis que c'est aussi cette insatisfaction qui peut en quelque sorte expliquer en fait que malgré le fait qu'il y ait un recours administratif qui a été institué, ce recours administratif ne suffit pas en lui-même pour désengorger les tribunaux comme était le but premier en fait, parce que les recours administratifs, lorsqu'ils ont été institués, le but premier en fait, c'était de désengorger en fait le juge administratif et de ne pas perdre trop de temps. Et je pense que c'est l'une de ces raisons qui a animé en fait les délais de recours qui sont généralement très courts en fait, tels que les délais qui sont présents ici en France dans le cadre des référés précontractuels et contractuels en fait. Donc ça, c'est ce que je pouvais apporter comme réponse à la première question. Et s'agissant de la seconde C'est question, possible de compléter ou je vous laisse peut-être la Alors, réponse. bon, après, je sais pas. pour Bon, Ok, je bon, pense bah, que comme on est à... oui, je vous laisse terminer comme ça, je pourrais compléter un peu. OK. Et s'agissant en fait de la deuxième préoccupation qui était celle de Eric, de savoir s'il y a pas, si on assiste à une progression ou un recul du contentieux des marchés publics en Afrique. À ce niveau aussi, je dirais que je pencherais quand même sur une réponse qui est quand même mitigée parce que je me dis quand même que, en fait, c'est assez mitigé parce que le fait, en fait, d'avoir instauré un recours administratif, même si ça ne produit pas toujours, en fait, les résultats escomptés, il y a quand même cette volonté en fait d'inciter en fait les requérants de pouvoir quand même essayer de se rendre justice, de pouvoir faire entendre leurs droits. Et c'est vrai qu'en fait que le fait que les recours soient généralement beaucoup centrés sur le plan administratif, comment je vais dire, sur le plan administratif et qu'on se rend compte à l'issue de ces recours, les justiciables n'arrivent pas à rentrer dans leurs droits, il est peut-être judicieux en fait de créer ce que moi je pense que j'avais proposé dans mes travaux, de mettre sur pied comment je vais dire, une juridiction en fait spécialisée, une juridiction qui est spécialisée et qui devrait connaître en fait du contentieux en fait des marchés publics. Et relativement à la troisième question, qui était celle de savoir si la loi de parti, en fait, domine-t-elle toujours dans le cadre des marchés publics, si c'est à l'administration. Ce que moi, à ce niveau, je dirais, c'est que même lorsque les clauses, en fait, qui sont instaurées dans les marchés, sur les clauses de règlement à l'amiable sont instaurées dans les marchés. Généralement, lorsque c'est instauré, c'est systématiquement pris en compte. Mais la différence ici avec le contexte africain, c'est que généralement, le règlement à l'amiable est généralement exercé par l'organe qui intervient pour arbitrer, en fait, soit pour concilier, soit pour faire la médiation. Généralement, c'est également l'ARMP. C'est généralement le comité de règlement des litiges qui est généralement l'organe qui gère, en fait, je dirais, qui intervient en fait pour régler le litige en fait au titre du règlement à l'amiable. Donc, on se rend compte qu'à ce niveau également, c'est également assez limité parce que le but, en fait, c'est peut-être de faire connaître par une personne tierce, mais on se rend compte, en fait, qu'à ce niveau, c'est encore l'administration qui intervient, qui est encore prédominante, en fait, dans le règlement des litiges. Et bon, en matière d'arbitrage, c'est tout autre, mais il faudrait également savoir que les procédures d'arbitrage aussi sont assez complexes et les procédures d'arbitrage, généralement, sont mises en cause. On recourt à l'arbitrage lorsqu'il s'agit vraiment des gros projets et généralement, quand ces gros projets, parfois, pour les cas des marchés que moi j'ai eu connaissance, c'était des marchés dans lesquels il y avait généralement les bailleurs étrangers, peut-être il y avait des enjeux vraiment beaucoup très costauds, peut-être avec d'autres pays qui intervenaient. Et à ce niveau, les règles étaient différentes parce qu'en fait, ce n'étaient pas des particuliers lambda en fait, qui intervenaient dans ce genre de contention, en fait. Donc, c'est ce que je pouvais apporter comme réponse. On vous remercie. Donc, je pense que M. Alunli voulait apporter une contribution.
Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, là, on vous entend très Ouais. bien. Oui, en fait, non, c'est bon. Déjà, je tenais déjà à remercier Monsieur le Président John-Éric Dika qui m'a fait l'honneur de m'associer à ce webinaire-là. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Et je tenais aussi à remercier Madame Rokhaya Sedi pour la modération qui était très synthétique et très pertinent, et aussi la présentation de Anaïs qui est très complète. Donc moi, je voulais juste apporter peut-être une petite contribution par rapport aux questions qui ont été posées pour dire qu'en fait, premièrement, en fait, au niveau du... Là, moi, je ne parle pas par rapport à la zone CEMAC, parce que moi, j'ai étudié un peu le contentieux plus dans le cadre de l'UEMOA. Donc, du coup, en fait, il faut comprendre un peu que l'origine, en fait, de la déjudiciarisation ne vient pas, en fait, du fait de vouloir désengorger les juridictions de ce contentieux. Parce qu'en fait, avant l'avènement des organes de régulation des marchés publics dans l'espace UEMOA, les juges n'étaient quasiment jamais saisis de ce type de litige-là. Par exemple, la Côte d'Ivoire a rendu sa première, la Cour suprême, la Chambre administrative de la Cour suprême de Côte d'Ivoire a rendu sa première décision en matière de contrat administratif, donc de marché public, en 2014. Les directives communautaires datent de 2005. Donc, avant l'avènement des directives communautaires de l'UEMOA de 2005 et 2006, les juges, qu'ils soient judiciaires ou ou plutôt de l'administration, étaient rarement saisis de ce type de contentieux. En fait, c'est l'avènement des organes de régulation qui a donné, qui a enclenché en fait une nouvelle donne, un foisonnement du contentieux devant ces juridictions. Par exemple, pour le cas du Sénégal, on était à 5-10 décisions avant l'avènement des directives. Après, moi, j'ai compté une bonne centaine de décisions entre l'institution des organes de régulation et maintenant, en fait. Parce qu'en fait, les requérants sont plus prompts à attaquer les décisions des organes de régulation que d'aller attaquer une décision d'une autorité contractante parce qu'ils ont peur des prochaines compétitions en matière de marché public. Donc, du coup, quand un candidat était évincé d'une procédure de passation, il préférait bon, laisser passer et attendre les prochaines compétitions pour pouvoir remporter peut-être un marché. Mais sinon, l'idée, en fait, il vient plutôt des bailleurs de fonds qui ont institué des procédures contractuelles par rapport à leur propre, parce qu'il y a ce qu'on appelle la conditionnalité de l'aide publique au développement. Pour pouvoir donner des aides, ils conditionnaient l'attribution de ces aides au respect de leurs procédures contractuelles. Et quand on regarde bien, eux, ils avaient une défiance par rapport à nos systèmes judiciaires, en fait. C'est-à-dire, ils n'avaient pas confiance aux juges un peu africain qui est considéré comme l'ancien juge administratif français du temps de la justice déléguée. Donc, ils se disent en fait, ce juge-là, ce n'est pas un juge administratif, mais c'est un juge de l'administration. Donc, il y a un problème d'impartialité, un problème d'indépendance qui a été à l'origine, quelque part, de la mise en place de ces organes de règlement des différends qui sont réputés peut-être un peu plus impartial parce que ils vont tenter de concilier les parties, donc comme l'a dit tantôt Anaïs, dans une perspective de consensus. C'est-à-dire, mieux vaut peut-être avoir une décision consensuelle qu'une décision où le juge peut-être va prendre parti pour l'administration, quoi. Donc, c'était un peu ça que je voulais apporter comme contribution. Maintenant, j'avais peut-être quelques questions. Moi, quand j'ai lu le sujet sur la gestion des marchés publics, en fait, il y a deux choses m'est venues à l'esprit. Premièrement, je me suis dit, mais ça parle de quelle zone communautaire? Parce qu'il y a peut-être la zone CEMAC, il y a aussi la zone UOMOA. Peut-être il y a des similitudes, il y a aussi des divergences. Deuxièmement, pourquoi la gestion des contentieuses des marchés publics? Pourquoi ça n'inclut pas? Parce que là, on a en fait une tendance à une sorte de globalisation des autres contrats administratifs tels que les partenariats publics-privés, les délégations de services publics. La plupart des États membres de l'UEMA sont en train d'instituer des codes de la commande publique, c'est-à-dire qui regroupent l'ensemble des contrats administratifs. Donc, moi, je m'attendais peut-être à ce qu'on parle peut-être d'une gestion des contrats de la contentieuse des contrats de la commande publique, parce que c'est en train de se globaliser. Donc, c'était les questions qui m'étaient posées. Donc, j'étais un peu perdu sur comment peut-être appréhender le sujet. Mais j'ai compris que quand Anaïs a parlé, qu'elle était plus peut-être du côté CEMAC et plus particulièrement côté Cameroun que côté contexte UOMOA. Je vous remercie. Micheli, on vous remercie beaucoup pour cette contribution très pertinente et surtout très heureuse de vous retrouver dans ce cadre-là d'échange. Alors, donc, je pense qu'on va donner à Anaïs la parole si elle souhaite ajouter quelque chose par rapport à vos contributions. Docteur? Non,
Non, j'ai rien à ajouter. D'accord. Donc, on va peut-être redonner la parole à l'auditoire. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait poser une question? Je pense que oui, j'ai Monsieur Frédéric Kemdio qui souhaiterait intervenir sur la question de la juridictionnalisation. Voilà, on va y arriver. Donc, Monsieur Frédéric, vous souhaitez prendre la parole? Oui, madame, vous me le permettez. Elle est à vous. On vous écoute. Merci, madame le modérateur. Bonsoir à tous. Bonne année à chacun des membres de la PTPA. Merci beaucoup. Merci pour le bien que vous me faites. Je voudrais intervenir sur la question de la, disons-le comme ça, de la déjudicialisation, parce qu'il m'a semblé qu'on a mis en avant le fait que le développement des voies, ce que le docteur Anaïs appelle les voies consensualistes, soit dû au fait que, par soi, peut avoir un effet sur la saisine du juge et donc créer une sorte de déjudicialisation du contentieux des marchés publics pour ne rester qu'à ce sujet. Alors, moi je ne partage pas forcément cette idée parce que malgré l'existence de ces voies, le juge continue d'être saisi. À côté de tout ce qu'a dit monsieur Lee, ces éléments d'impartialité, cette historicité, à côté des éléments qu'a apporté le docteur Anaïs sur le renforcement des capacités, je pense que l'un des problèmes aussi, c'est l'aménagement des procédures. Le contentieux des marchés publics devrait être un contentieux rapide, devrait s'adosser sur les procédures qui, en elles-mêmes, seraient rapides, parce que la passation d'un marché se fait dans des délais plus ou moins relativement courts, disons-le ainsi, en raison de l'objet, du type de procédure, ou bien des enjeux en présence. Alors, si nous avions des procédures dites d'urgence adossées à cette célérité-là, je pense qu'on serait moins enclin, bien entendu, en prenant de côté tout ce qui a été dit, les questions d'impartialité et d'indépendance, je crois qu'on serait moins enclin, ou bien du moins on serait plus enclin à saisir le juge. Il y aurait moins de ce qu'on peut qualifier de juridictionnalisation. Parce qu'il n'y a pas de procédure d'urgence spécifique, rapide, rapide et efficace, on a plus tendance à saisir les autres instances. Qui plus est même, et c'est encore notre souci, ces instances sont essentiellement les instances administratives. Si on ne trouve pas satisfaction devant ces instances, on se retourne, si ce n'est le juge étatique. Donc, on pourrait développer des procédures qui correspondent effectivement à l'idée de célérité et d'efficacité pour avoir une justice plus efficace. Mais permettez-moi la tautologie. Je terminerai en disant, ce n'est pas l'institutionnalisation d'un juge spécial qui est la solution. Il faut avoir un juge spécial avec des procédures qui ne répondent pas aux enjeux et aux objectifs de la commande publique. Et en ce moment, on reviendrait encore vers ces modes qualifiés de consensualistes. Voilà la petite contribution que je voulais apporter à côté de toutes celles qui ont été fournies par les intervenants. Merci, madame la modératrice ou le modérateur. Merci beaucoup, Monsieur Frédéric Ndio, pour cette contribution très pertinente. Donc, nous allons écouter Madame Dr Anaïs, si effectivement elle voudrait apporter la réplique à votre contribution. Oui, effectivement, je vais réagir à ce que Frédéric vient de dire, en fait. Ce que je dirais à ce niveau, c'est que je pense que Frédéric, on a quand même échangé sur la question et je suis partiellement d'accord avec ce que tu dis. Pourquoi? Parce que, en fait, quand tu parles de procédures urgentes, moi, j'estime en fait que les procédures qui sont instituées devant le comité de règlement des litiges ou bien devant l'autorité contractante sont supposées en fait être des procédures urgentes compte tenu en fait des délais qui encadrent ce type de procédure. Parce que généralement, ce sont des procédures qui, généralement, lorsqu'il faille saisir soit l'autorité contractante,
soit le comité de règlement des litiges. Le requérant, généralement, a au plus, en fait, je dirais, au plus, en fonction des situations, 14 jours, en fait, dépendamment des pays. Et au-delà de ces 14 jours, dès que l'organe chargé du règlement des litiges, il est saisi, il a 2 à 5 jours pour se prononcer. Donc, du coup, ramener ces délais dans le contexte français, on se rend compte, en fait, que ce sont les mêmes délais qui courent lorsqu'on est en matière de référé, soit précontractuel, soit contractuel. Donc, du coup, je me dis que là, ce sont des procédures urgentes, en fait. Donc, je comprends ce que tu veux dire et je suis d'accord, peut-être qu'il y a lieu de réorganiser les choses, mais je me dis déjà qu'en amont, il ne faudrait pas oublier que les procédures qui sont instaurées devant le comité de règlement des litiges, pour ma part, en fonction des délais, sont des procédures en elles-mêmes qui sont urgentes. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, si on vous comprend bien, docteur Anaïs, il n'y a pas un manque de célérité dans les procédures. C'est ça que vous voulez dire? Non, puisque en fait, on a cette obligation déjà de recourir au comité de règlement des litiges dans un premier temps. Et dans cette obligation, on se rend compte que les délais impartis pour résoudre les litiges à ce niveau sont des délais relativement courts. Donc, on ne pourrait pas dire qu'il n'y a pas d'urgence en la matière, en fait. C'est mon point de vue. D'accord. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a deux membres qui veulent participer. Il y a déjà Monsieur Villanov. Madame la modératrice, à votre permission, 2 secondes, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Allez-y. Merci. Effectivement, comme Anaïs dit, on a eu ces échanges. Mais ce que je voudrais montrer, c'est que après avoir saisi tous ces comités de règlement des litiges au niveau administratif, on peut ne pas être satisfait. On peut ne pas être satisfait. Il faudra en ce moment saisir le juge, soit de l'urgence, soit le juge de fond. Or, en l'état actuel du droit, je suis certain que dans la plupart des pays d'Afrique francophone, il n'existe pas de délai déjà assigné au juge pour rendre sa décision dans un espace précis, un espace temps précis. C'est pour ça qu'on a des procès plus ou moins longs, que ce soit, je dis bien, le juge de l'urgence ou soit le juge de fond. Or, en ce moment, pour une commande publique qui avait vocation à être exécutée dans un délai d'1 an, une décision qui serait rendue, soit modeste, disons, soit un peu plus positive, 2 ans plus tard, quel serait l'intérêt? Donc, malgré le fait qu'il y ait ces instances rapides, disons, au niveau administratif, au plan administratif, ces comités, ces autorités de marché, ces autorités contractantes, pour les saisir et pour rendre des décisions, il y a un défaut que notre contentieux au plan juridictionnel a, c'est la question de la rapidité, premièrement, parce qu'il ne leur a pas assigné des délais pour rendre les décisions. Et même si ils parviennent à le rendre plus tôt, ces décisions relativement dans un délai raisonnable, les procédures, je vais dire quoi, les voies de recours paralysent encore leurs décisions. Donc, pour dire, c'est un problème de célérité en termes de délai pour rendre des décisions, un problème d'efficacité. Une fois que ces décisions sont rendues, quel est leur effet sur la commande publique? Voilà en réalité l'idée que je voulais soulever. Je n'ai pas de problème avec, j'apprécie d'ailleurs l'institution des recours au niveau administratif et la démarche des politiques dans le sens de les améliorer, mais il faudrait que la réforme se poursuive au niveau juridictionnel. Merci, madame la modératrice. Merci beaucoup, Monsieur Kembio. Donc, sans Est-ce plus tarder, que, parce que je pense que nous devrons terminer cette présentation à 17h30, je pense. est-ce Donc, que je peux rebondir une minute, une petite minute? Est-ce oui, ou que bien c'est... un peu moins d'1 minute si possible, parce qu'il y a déjà deux Ou- intervenants, il y a deux membres qui voudraient intervenir, je crois. Ok, je réagis vite et je veux apporter, je voulais dire un truc en plus de ce que Frédéric vient de dire au niveau du processus juridictionnel. Et la question qui me vient à l'esprit et que je me pose, c'est que est-ce que par rapport aux mesures urgentes les mesures urgentes telles qu'elles sont évoquées, je me dis qu'il ne faudrait pas également oublier en fait que les requérants, lorsqu'ils se pourvoient devant le juge administratif, bénéficient également des procédures
d'urgence classique, en fait. Donc, le requérant qui se pourvoit pour une décision devant le juge administratif, il peut aussi se pourvoir en effectuant ce qu'on appelle soit un référé suspension pour demander peut-être l'annulation, la suspension, en fait, de la décision qui a été prononcée par, je sais pas, le comité de règlement des litiges ou bien l'autorité contractante, il peut demander la suspension avant même, dont le juge pourra suspendre les faits avant de commencer à se saisir de la question sur le fond. Est-ce que ces référés classiques qui coexistent en fait, qui existent déjà, est-ce qu'il y a lieu, je me dis, est-ce qu'il y a lieu de les réaménager pour qu'ils soient spécifiques au contentieux de la commande publique? C'est la question que je me pose dans un premier temps. Est-ce qu'il ne sera pas redondant, sachant qu'il existe déjà des mesures urgentes qui sont instaurées, bien que même si elles ne sont pas spécifiques au contexte de la commande publique, est-ce que ce ne sont pas tout de même des mesures urgentes qui existent déjà en fait? Donc moi, c'est dans la foulée, c'est ce qui me vient à l'esprit et je voulais réagir par rapport, en fait. Et je pense que c'est un sujet entier et Est-ce qui que je pourrait peux faire répondre à même. ça? Oui, bien sûr. Donc, je pensais que... Donc, on va vous donner la parole, monsieur Lee. Je pense que oui. Oui, oui. En fait, je pense que monsieur Kemdio, c'est ça, hein, monsieur Frédéric Kemdio et Anaïs posent la question de l'inadaptabilité ou de l'inadaptation du contentieux des marchés publics par rapport en fait au système actuel des délais en fait de saisine du juge. Par exemple, moi j'ai constaté que euh, le délai de droit commun c'est 2 mois. Donc il y avait une sorte de déphasage entre la célérité pour saisir les organes, aussi bien les autorités contractantes en cas de non-respect des règles de procédure de passation, et aussi des organes de régulation, 3 jours pour saisir l'autorité contractante, par exemple, au Sénégal, 5 jours pour saisir l'organe de régulation des marchés publics, qui a un délai de 7 jours. En fait, il y a un délai de suspension de 7 jours. Au-delà, le marché ne peut plus être suspendu. Et quand on regarde bien, même les organes de régulation, ils sont tellement assiégés par les recours que maintenant, les délais pour rendre des décisions, c'est 6, 7, 8, 1 an pour rendre une décision alors que le marché qui est contesté devant les organes de régulation a déjà été exécuté et même liquidé, c'est fini. Ça, c'est un premier, ça, ce problème-là qu'on avait au niveau des juges, en fait, on l'a au niveau des organes de régulation. Deuxièmement, il y a une sorte de déphasage entre les célérités qu'on a mis en place au niveau des organes de régulation et le délai de droit commun de recours pressé de pouvoir qui est de 2 mois. Moi, j'ai eu à dénoncer ça dans le cadre de ma thèse parce qu'en fait, c'était pareil au Niger, au Côte d'Ivoire, au Sénégal. J'ai constaté que le Burkina Faso, ils se sont adaptés. Dans le cadre de leur dernière révision, ils ont mis un délai de 10 jours pour saisir le juge après une décision rendue par l'organe de régulation. Pareil, Sénégal aussi, ils ont fait la même chose. Je ne sais pas si les autres États ont suivi, mais en tout cas, les États ont commencé à, à prendre en compte la célérité qui existe au niveau des organes de règlement des litiges pour le placer, pour le calquer au niveau du juge de l'administration. Donc ça, c'était peut-être ce que je voulais compléter par rapport à ce qu'a dit Anaïs et Frédéric, je pense, oui, si je ne me trompe, c'est Frédéric. Oui. Moi, la question que je voulais poser, en fait, c'était plutôt quelle est la place de la pénalisation au niveau peut-être camerounais. Parce que moi, j'ai étudié cette question de la pénalisation des délits. Parce que ce que j'avais constaté, c'est qu'en fait, on a constaté qu'au niveau des réglementations nationales des marchés publics, l'érection de plusieurs atteintes aux législations des marchés publics comme étant en fait des infractions pénales. Mais sauf que quand on regarde le dispositif pénal de ces États membres, en fait, on voit rien qui a été en fait mis en place en fait. Donc il y a une sorte aussi de d'incomplétude. Mali, par exemple, ils ont consacré le délit de favoritisme à l'instar de la France. Le Niger, ils l'ont consacré depuis peut-être les années 2000. Mais en dehors de ça, les autres États membres, excepté, je pense, le Togo et le Bénin, mais le Sénégal, par exemple, il n'est pas un exemple dans ce sens parce que on n'a que les anciens délits, corruption, concussion, trafic d'influence, il n'y a que ça. Mais le délit de favoritisme, qui est quand même un délit qui est spécifique
au marché public, au contrat administratif, n'a pas été consacré au niveau de je ne sais pas qu'en est-il au niveau camerounais, parce que je n'ai pas eu l'occasion peut-être de creuser la question sur ce point-là. Peut-être Anaïs pourra peut-être nous apporter des clarifications. Donc, c'est ça que je voulais compléter en vous remerciant. Merci beaucoup, docteur Lee. Donc, docteur Anaïs, plutôt, la parole est à vous pour répondre à la question. Et puis après, nous donnerons la parole. Il y a une question qui a été posée dans le chat. Donc, si vous pouvez en même temps y répondre après avoir répondu à la question de M. Lee. Et puis après, on donnera la parole à M. Willy Halov et M. Diallo. D'accord, mais j'ai pas vu la question en fait qui a été posée dans le chat, donc je sais pas si vous pouvez me la lire. Oui, bien sûr. J'avais vu ça tout à l'heure. Quelle est quelle est la procédure contentieuse en matière de partenariat public-privé? Je pense que la question a été posée par monsieur ou madame Ornel Top Model. Ok, la procédure contentieuse en matière de partenariat. Bah, du coup, en fait, La question sur de... la... Je sais pas si on m'entend. Oui, Oui, donc, du coup, je disais par rapport à la place de la pénalisation des délits dans la commande publique, en fait. Au, au Cameroun, je pense bien que le délit de favoritisme est puni. Et il y a plusieurs trucs, il y a le favoritisme, généralement pas des actes de corruption et assimilés dans lesquels on retrouve en fait le délit de favoritisme. Et c'est une question que lorsqu'on creuse également, je me rappelle quand je faisais mon mémoire de Master 2, il y a pas mal de décisions qui ont été rendues sur la question et il y a également toute une juridiction même qui a été aménagée parce qu'au Cameroun, on a un tribunal spécial, autant pour moi, qu'on appelle le tribunal criminel spécial qui est compétent pour connaître en fait des actes de corruption. Et on se rend compte en fait que je vais essayer de vulgariser sur 100 décisions en fait qui sont rendues par ce tribunal. Il y en a une bonne cinquantaine en fait qui concernent la question des marchés publics en fait. Donc c'est ce que je voulais apporter comme contribution à ce niveau. Et par rapport à la question du chat, qui était la procédure contentieuse en matière de partenariat public-privé, à ce niveau, je dirais que, en fait, dans les partenariats public-privés, les procédures ne sont pas très différentes, en fait, de celles des marchés publics en elles-mêmes. Et on va se rendre compte que généralement, les litiges en fait en matière de recours administratif sont généralement portés devant le comité de règlement des litiges. Mais là, c'est une spécificité en fait pour la zone UEMOA. Mais dans le contexte particulier camerounais, on se rend compte en fait qu'au Cameroun, il y a un organe spécial en fait qui n'est pas l'autorité des marchés publics et qui n'est pas l'organe chargé des règlements des litiges qui est supposé gérer les litiges qui interviennent en matière de partenariat public-privé. Et ce comité, en fait, c'est le comité d'appui à la réalisation des contrats de partenariat. Et à côté de cela, on se rend compte que c'est même au niveau en fait des partenariats publics-privés, des contrats de partenariat public-privé, qu'on encense beaucoup plus les mots de consensualiste en fait. Quand on lit les différents textes en fait qui régissent ça, on se rend compte que à ce niveau, le législateur privilégie beaucoup plus le recours à un mode de règlement à l'amiable. En fait, c'est ce que je pouvais apporter comme contribution. on vous remercie beaucoup, docteur Anaïs. Donc, si M. Willy Hanno veut toujours poser sa question, on est à l'écoute. Oui, bonsoir. Merci de m'avoir donné la parole. Bon, je voulais poser une question, mais je me suis rendu compte qu'avec les échanges, ma question se posait déjà par les intervenants. Voilà, donc ce qui rend aussi le débat intéressant, c'est de telles interventions. Voilà, mais je voudrais quand même
m'interroger sur un aspect. Vu qu'on a parlé de l'aspect de la déjudiciarisation et la déjuridictionnalisation, mais moi j'aimerais me poser une question. Est-ce que l'aspect de la politisation n'intervient pas dans ce cadre-là? Pourquoi je parle de politisation? Parce que tout est une question de volonté politique. Parce que le contrat administratif en lui-même, c'est un contrat de l'administration qui, à la base, est déjà déséquilibré. Il est déséquilibré par un certain nombre voilà, de clauses exorbitantes de droit commun qui, en quelque sorte, on pourrait qualifier de favoriser l'administration. Et même dans le cadre de la gestion des contentieux, c'est encore l'administration, et je pense que Alioune Lee l'a souligné tout à l'heure, qu'aujourd'hui, on ne parle même plus de juge administratif, mais de juge de l'administration. Et le juge de l'administration, c'est encore l'administration qui est le chef du contrat administratif. Donc, est-ce que la qualité de la politique, est-ce que la politique n'intervient pas négativement dans la gestion de ces éléments de contentieux-là et qui peut fausser en quelque sorte les éléments de transparence. Parce que dans le cadre, par exemple, des contrats privés, le juge est assez impartial sur ces questions-là parce que de toute façon, il tranche les litiges qui concernent deux particuliers, donc il n'a aucun intérêt. Donc là, est-ce que l'administration indirectement ne prend pas, enfin on ne va pas dire prendre parti, mais est-ce qu'elle n'est pas influencée par la politisation de certaines choses? Parce que l'on parle quand même de la gestion des deniers publics, de l'argent de l'État. Donc, c'est une question extrêmement sensible qui intéresse le politique, qui intéresse la politique. Donc, la dernière chose, c'est l'aspect du cadre judiciaire, par exemple. C'est vrai que Anaïs, tout à l'heure, disait qu'elle n'a pas voulu en parler parce que l'aspect est tellement vaste. Mais, par exemple, en écoutant Alioune, je me rends compte que, enfin, ce que moi j'ai toujours pensé semble se confirmer parce que j'ai l'impression que le juge judiciaire n'intervient presque pas dans les questions de contrat administratif. Et quand je dis n'intervient presque pas, c'est pour dire que les questions sur lesquelles il doit intervenir, on a l'impression que ces questions-là sont encore politisées parce que même lorsqu'on parle de corruption, c'est généralement des hommes politiques qui sont concernés par ces éléments-là. Quand on parle de favoritisme, de prise illégale d'intérêt, de conflit d'intérêt, c'est encore ces personnes politiques qui sont derrière. Est-ce que la politique n'influence pas la gestion même du contentieux des marchés publics et qui influence en quelque sorte, qui impacte sur la transparence? On vous remercie beaucoup, M. Will. Donc, on va laisser la parole à Dr Anaïs pour apporter une réponse. Ben, je pense qu'il fallait prendre également l'intervention de M. Diallo, D'accord, vu vous qu'on est tenu préférez... par, oui, vu qu'on est tenu par le D'accord, donc temps. on va recueillir la question de M. Diallo, comme ça, Dr Anaïs va y répondre en même temps. M. Diallo, la parole est à vous. Bonsoir Anaïs. Bonsoir. Vous me saisissez? Ça va bien? Oui, on vous Allô. entend bien. Ok, bonsoir. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je remercie Dr Anaïs quand même de l'exposé qu'elle a bien voulu nous faire, un exposé clair, concis et précis. Si on peut avoir le texte aussi, ça nous permettra véritablement de nous appuyer là-dessus pour avoir une vision beaucoup plus large sur la question quand même de la gestion des contentieux. Il fut qu'au Sénégal, actuellement, nous utilisons le code des marchés qui a vu le jour en 2014, à la suite quand même de rencontre de Paris, où les bailleurs de fonds en développement s'étaient rencontrés pour harmoniser véritablement quand même les fonds qu'ils mettent à la disposition de nos différents pays. C'est avec ça qu'on a eu quand même l'avènement de ce code des marchés avec la direction centrale des républiques, l'autorité de régulation des marchés publics, qui lui est devenue l'autorité de régulation de la demande publique parce qu'ils disent qu'ils prennent en compte l'offre spontanée et la délégation de services. Mais à l'intérieur, nous, au Sénégal, ici, on a ce qu'on appelle le CRD, le comité de règlement des différends. Mais avant de saisir le comité de règlement des différends, il faut faire un recours gracieux au de l'autre contractante. Si vous obtenez gain de cause, c'est bon. Sinon, vous pouvez saisir le CRD qui se trouve au niveau de l'ARCOP. Alors, pour saisir l'ARCOP,
et pour saisir le comité de règlement des différends de l'ARCOP, il y a un montant qu'il faut verser. Si vous obtenez, vous n'obtenez pas le gain de cause, le montant est reversé dans les pour éviter les recours phaisistes. Parce que certains, il a vérifié que certains fournisseurs, certains candidats étaient prompts à faire des recours uniquement pour bloquer le travail, mais en réalité, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas avoir raison. Mais aujourd'hui, avec l'ARCOP, et on dit que on amène l'ARCOP qui effectivement est venu consolider tout ce acquis. Maintenant, c'est seulement après avoir fait l'ARCOP, le comité de règlement des différends de l'ARCOP, si vous n'avez pas gain de cause, que vous pouvez saisir le tribunal administratif. C'est seulement après cela que vous pouvez saisir ce tribunal-là qui aura à statuer sur la question pour savoir effectivement si vous avez raison ou pas. Mais il faut dire que tout ça maintenant, c'est une volonté politique des décideurs. Mais si on met la politisation des procédures de passation des marchés publics, on dira effectivement que le tribunal administratif est un bon arbitre. Il faut quand même lui donner les moyens nécessaires, le pouvoir nécessaire pour qu'il puisse statuer en impartialité entre l'autorité contractante et les différents candidats. Voilà très rapidement ce que je voulais vous dire et je vous remercie encore. Merci beaucoup, M. Diallo, pour cette contribution très pertinente. Je pense que c'est plus une contribution qu'une question, n'est-ce pas, docteur Anaïs? Vous avez quelque chose, si vous voulez ajouter quelque chose par rapport à cette contribution, oui, bien sûr. Par rapport à cette contribution, non. Par contre, je dis merci parce qu'il y avait des choses que je ne savais pas, comme les sommes qu'il fallait verser au niveau de la COP avant la saisine du juge. Du coup, je me pose une question, je me dis, mais est-ce que la somme qu'il fallait verser, est-ce que ça ne crée pas en quelque sorte une remise en cause, comment je dirais, comment je le dis, de l'équité, si je pourrais le dire ainsi, parce qu'il peut avoir un soumissionnaire peut-être qui n'a pas les moyens, en fait, de pouvoir peut-être payer une somme, je sais pas, au moment précis, comment il fait pour obtenir justice. C'est la première question qui me vient à l'esprit. Et l'autre truc, par contre, que je me rends compte également qu'on a l'impression, en fait, qu'on a juridictionnalisé, en fait, l'intervention du comité de règlement des litiges parce que c'est pareil que lorsqu'on se pourvoit devant un tribunal, il faut payer les droits d'enregistrement au greffe. On se rend compte que cette somme aussi peut être assimilée à un droit d'enregistrement au niveau de la COP. Donc, on se rend compte qu'on a une sorte de juridiction au niveau d'un organe administratif et ça laisse aussi des pistes de réflexion, ça permet aussi d'échanger, ça peut faire l'objet d'un article et d'une discussion. Moi, par contre, ce que je veux dire à ce niveau, je savais pas en fait et je remercie Monsieur Diallo pour son intervention. Et je sais pas, je vais rapidement prendre la question de la politisation en fait de la commande publique qui a été posée. Et à ce niveau, je dirais également qu'il faudrait avoir des avis mesurés. Je suis un peu mitigée parce que je répondrai peut-être comme un enfant, un oui et un non à la fois. Euh, oui, pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même des enjeux politiques derrière la commande publique qu'il ne faudrait pas minorer et tout. Et, mais je me dis également qu'il faudrait être mesuré parce que c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'enjeux politiques. C'est vrai que si je reviens dans le contexte du Cameroun, on se rend compte que la commande publique est beaucoup politisée. Pourquoi? Parce que on va se rendre compte que l'autorité chargée de la régulation des marchés publics, on parle d'une autorité déléguée à la présidence de la République. On va prendre par exemple le cas du MINMAP, de l'autorité des marchés publics. Le MINMAP, c'est un ministère délégué à la présidence de la République. Et on se rend compte en fait que les organes en fait qui fédèrent autour de la commande publique sont généralement des organes délégués qui sont rattachés à la présidence de la République.
Mais je dirais également que c'est quelque chose qu'il faudrait mitiger. Pourquoi? Parce que même si ce sont des organes délégués, même s'il y a des enjeux politiques qui se cachent derrière tous ces trucs, il faudrait pas minorer en fait qu'il y a quand même un cadre légal qui a été institué et que peut-être le règlement d'un contentieux devrait prendre en compte les règles en fait qui sont instituées parce que les règles sont les règles. On connaît quand même des règles qui sont instituées et puis l'organe administratif qui intervient ne peut pas intervenir sans tenir compte des règles en fait. Donc, c'est ce que je voudrais apporter comme contribution sur la politisation en fait de la commande publique. Parfait. On vous remercie beaucoup. Donc, je pense qu'on a à peu près 10 minutes avant la fin de cette présentation, parce que je pense qu'il y a la CAN et que certains sont peut-être pressés. Mais si effectivement d'autres membres de cet auditoire voudraient prendre la parole, bien évidemment, nous avons encore 10 minutes. Moi, je voulais juste compléter la réponse que Anaïs vient de donner par rapport à la question posée par Willy, c'est ça? Willy, je Oui, pense que c'est Willy. c'est Willy, oui, Willy Nard. Oui, Donc, Willy, c'est Dr. Lee qui prend la parole. oui, Willy a parfaitement raison par rapport à la politisation, parce que moi, ça aussi, je l'ai découvert. Par rapport aux États qui refusent, en fait, d'ériger les règles pénales, parce que la plupart des atteintes aux réglementations des marchés publics sont le fait soit de fonctionnaires, soit d'élus. Et donc, du coup, ériger ces règles au rang pénal entraîne quoi? Systématiquement, bah, la poursuite de ces personnes-là. Et moi, je m'en suis rendu compte par rapport au contrôle de gestion qui est pratiqué par le juge financier. Le juge financier, il est très prompt à la détection des irrégularités qui sont commises aussi bien au stade de la passation qu'au stade de l'exécution des contrats de la commande publique. Mais quand il s'agit de mettre en œuvre son pouvoir de sanction, il y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Il n'a même pas la possibilité de saisir le procureur de la République pour enclencher des poursuites. Donc ça aussi, ça montre qu'en fait, ça confirme en fait ce qu'a soulevé Willy comme question sur la politisation. Elle est là, elle est énorme. Et deuxièmement, par rapport au juge de l'administration, moi j'ai du mal à dire juge administratif pour un système où il n'y a pas l'institution d'un juge administratif à la française. On a un juge qui applique deux droits. Et l'autre problème en fait qui détermine en fait le problème du juge, c'est qu'en fait le juge il a des problèmes de compétences pour connaître en fait ce contentieux-là, parce que c'est un contentieux quand même qui, disons-le, est très complexe. C'est un contentieux très technique. La régulation, disait un auteur, déroute le juge qui n'est pas spécialisé sur ces questions-là. Et nous, on a connu au Sénégal, par exemple, le problème du juge. Il y avait un article qui avait été écrit par un auteur sur le juge judiciaire qui applique le droit administratif. La thèse de Babacar Kanté qui portait sur que le juge judiciaire n'est pas frappé d'une incapacité congénitale à créer et à appliquer un droit administratif adapté à l'administration. Mais quand on regarde un peu les contrats de la commande publique, en fait, moi, j'ai lu pas mal de décisions, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de tâtonnements. Le juge, en fait, a du mal à maîtriser, en fait, ces concepts techniques et tout ça. Donc, moi, c'est pourquoi, dans le cadre de ma thèse, j'avais proposé qui est peut-être au niveau du centre de formation de l'École nationale d'administration, en fait, un module pour préparer je dis centre de formation de l'École nationale d'administration, au centre de formation de la justice, École nationale de la magistrature, qui est un module pour préparer les juges à la prise en main de ce contentieux-là. Je ne sais pas si je me fais entendre. Oui, on vous entend très bien. Oui, parce que j'avais un petit bug au niveau du réseau. Oui. Donc, en fait, c'est pourquoi j'avais fait ces propositions-là. Donc, le juge, en fait, lui-même, il a des problèmes de compétences pour prendre en charge ce contentieux-là. Donc, ce qui rejoint un peu ce que disait tantôt M. Willy, c'est ça que je voulais apporter comme complément. Merci beaucoup, Dr. Lee. Dr. Anaïs, est-ce que vous voulez apporter une réponse, une réplique par rapport à ce que Dr. Lee vient de dire? Pas spécifiquement parce que moi, je vois, il a parlé des spécificités qui touchent particulièrement le Sénégal.
Et à ce niveau, bon, après, il a apporté des propres réponses parce que quand il a dit que le juge financier n'était pas capable d'apporter, de sanctionner en fait les irrégularités. Moi, ce que je voulais apporter comme réplique, j'allais dire qu'en fait, le juge en fait financier, il ne sanctionne pas en fait, il n'est pas compétent en matière de commande publique, mais par contre, ce qu'il peut faire en fait, c'est de saisir le juge administratif parce que généralement, le juge des comptes, quand il constate les irrégularités, il fait un rapport. Donc, il n'intervient pas spécifiquement dans la commande publique et tout. Et bon, il a dit qu'en fait, que le juge financier n'était pas compétent pour saisir le juge. Moi, ce que je dirais à ce niveau, c'est qu'il y a une adaptabilité en fait des textes et je pense qu'à ce niveau, je préfère utiliser le thème de réforme des textes qui sont peut-être pas adaptés aux situations, pas beaucoup plus le thème de politisation parce que toutes les difficultés qu'on rencontre, c'est pas souvent du fait politique en fait. Donc, il y a parfois des carences et il a si bien évoqué, comment je vais dire, le fait qu'il n'y a pas, comment je vais dire, la formation en fait du juge administratif qui ne suit pas. C'est pas forcément, ce sont des carences qui peuvent être relayées, qui peuvent être encadrées sans toutefois être des mesures en fait politiques. C'est ce que je voulais ajouter, c'est ce que je voulais dire en fait. Merci beaucoup, docteur Anaïs. Donc, je pense que je vais poser la question pour une dernière fois. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole? Oui, Président? bien sûr, j'ai levé la main. J'ai levé la Oui, main. j'avais pas. Bon, après, j'ai écouté beaucoup d'interventions intéressantes. Et voilà, juste compléter. Le juge financier, entre guillemets, ou le juge des comptes pour certaines juridictions, il intervient bel et bien dans le cadre des marchés. Il peut intervenir dans le cadre de la comptabilité de fait. Donc, c'est le cas pour les ordonnateurs quand ils manipulent les fonds publics, alors qu'ils ne sont pas autorisés à le faire. Il peut aussi intervenir même pour le cas des comptables publics, c'est-à-dire que, oui, oui, comme des comptables qui décaissent des fonds lorsqu'ils n'ont pas normalement suivi la procédure de la dépense publique. Il y a des possibilités qu'il intervienne. Maintenant, moi, je voulais tirer vraiment une conclusion globale, c'est qu'il y a un gros problème en Afrique, c'est celui de la complétude des textes. Nos textes ne disent pas tout, ou bien nos textes sont généraux. Effectivement, on a évoqué le cas du juge judiciaire. Si nous parcourons, généralement, quand on parcourt nos codes des marchés publics ou de la commande publique, je ne sais pas s'il n'y a pas encore de code de la commande publique en Afrique, mais il y a des codes quand même des marchés publics. On se rend compte on ne vise pas précisément le juge judiciaire, mais on vise le juge administratif, mais qui est placé dans un rôle second. C'est-à-dire qu'on met l'administration devant. Et ça rejoint directement ce que disait Lily tout à l'heure, c'est qu'il y a un problème de politisation. Et cette politisation est aussi plus ou moins justifiée parce qu'il y a des intérêts en jeu. On vise un développement. Et donc, qu'est-ce que l'administration fait? Bah, elle essaye de légiférer ou bien elle essaye de cadrer une procédure qui est assez compromettante, mais qui a pour but de mettre l'administration devant le juge. Et c'est un gros coup de force par rapport à la place de la justice. Parce qu'est-ce qu'il y a? C'est que l'administration sait que le meilleur garant de l'intérêt général, c'est l'administration elle-même. Donc, ce qu'elle fait, c'est que lorsqu'il y a des litiges, elle essaie de rediriger ça vers elle pour que le processus, lorsqu'il pourrait être freiné ou bien ralenti par le juge, ne voit pas certains projets déjà mis en œuvre être engagés en termes de ralentissement ou bien je veux dire ça comment, être simplement annulés. Parce que le juge a la possibilité, justement, non seulement d'annuler certains projets, et là, ça met l'administration en face un gros dilemme. Donc, soit elle délègue au juge tous les pouvoirs qui lui permettent à la fois de réformer, d'annuler certains marchés, et elle prend le risque de ne pas atteindre certains projets, parce que la plupart des marchés publics sont adossés sur des programmes d'investissement, sur des programmes économiques aussi, qui sont souvent sur une durée assez relativement longue, pluriannuelle, disons ça comme ça. Et donc, vous imaginez que sur un projet peut-être de 3 ans, si le juge se prononce sur la première année et que le projet est ralenti, bah, la suite ne sera pas si joyeuse que ça pour l'intérêt général. Et il y a
aussi derrière des principes financiers qui doivent être respectés, le principe de la dépense, le principe de la consommation des crédits publics et tout ce qui va avec. Donc, ce sont de gros enjeux, ce qui fait que l'administration essaie de s'arroger les pouvoirs du juge et puis de bloquer à ce niveau. Donc, pour conclure, je pense qu'il y a un problème de complétude des textes et un problème de généralité aussi de nos textes. On a des textes de 208 articles qui, par exemple, ne disent rien, sauf à dire des choses de manière générale. Donc, on est obligé souvent de chercher des textes connexes pour les raccorder et puis pour mieux comprendre l'esprit du législateur et c'est compliqué. Donc, moi, voici tout ce que je voulais dire. Désolé, Madame la modératrice, j'ai débordé. Là, il est 17h30. Pas Je de vous repasse la parole. problème, pas de problème. Merci beaucoup, John, pour cette contribution très intéressante, très pertinente. Et c'est aussi l'occasion pour moi de renouveler mes remerciements à Dr Anaïs pour cette présentation très pertinente aussi et très intéressante qui a été le prétexte pour nous d'avoir ces échanges très fructueux et qui ouvre la voie à d'autres webinaires. Je pense que cette présentation nous montre la profondeur de la question et nous pousse aussi à nous interroger peut-être, comme le disait Dr Kemdio, sur la pertinence de l'organisation de réformes pour la mise en place de procédures d'urgence. Je pense que c'est une question entière en ce qui concerne la déjuridisation, je vais y parvenir, déjuridisation du recours. Je pense également que c'est une question entière qui mérite toute notre attention. De même, la politisation qui, à mon avis, est ce qui explique ce manque de juridicité du contentieux. Donc, Madame Anaïs, peut-être vous avez une dernière chose à ajouter. Non, j'ai rien ajouté. Merci. Donc, Président, je pense que nous pouvons mettre fin à cette séance, même si elle Merci ouvre. beaucoup. Voilà. Donc, je vous Merci remercie en tout beaucoup. cas, Monsieur le Président, aussi pour cette occasion. Merci beaucoup. Merci à l'auditoire, merci à tous les membres de l'association et à très bientôt, on l'espère. À bientôt. Merci beaucoup à tous. Merci. À bientôt. Merci beaucoup.